J'ai pas que le temps. Voilà, t'y es. Très divers comme matériel. Déjà. Ok, 4. Il y a au moins 4 trucs. C'est relativement simple. Ça, c'est explorer. C'est un monde en soi, c'est ça. On arrive d'un côté, on croit en avoir vu le bout, mais en fait, non. C'est toujours la même chose. C'est un objet asymétrique. Il est relativement symétrique, mais pas complètement. Maintenant, tu peux peut-être enlever ton bandeau pour voir un petit peu comment tu... Waouh. Fabuleux. Qu'est-ce que tu as ressenti alors parce que là, c'est une vraie découverte. C'est une vraie découverte, complète. Écoute, j'ai ressenti qu'il y avait un certain nombre de points communs avec le sujet qu'on avait choisi, mais en même temps une très grande diversité et j'avais un peu de mal à... Je reconnaissais, je dirais, une symétrie générale et l'avant et l'arrière, j'y arrivais à peu près. J'étais content de découvrir ce petit point-là qui confirmait son hypothèse sur ce que pouvait être la structure. Mais en même temps, je me rendais bien compte que j'étais loin d'appréhender toute la diversité qui était face à moi. Et quand j'ouvre les yeux, je comprends mieux à la fois l'unité et la diversité de l'objet. Et je trouve que c'est hyper réussi, très intéressant. Je félicite ceux qui ont contribué à cette œuvre. C'est un artiste qui s'appelle Thibaut Franc. Thibaut Franc, qui est à Arles. Et donc c'est quel brief tu lui avais donné Alors, l'éléphant, à partir de l'histoire des aveugles et de l'éléphant, que tu as vécu en fait là, quelque part, on lui a demandé de faire un éléphant. Et lui, il travaille beaucoup sur justement cette histoire de... C'est presque fractal, tu vois, parce que le... C'est complètement vrai. Voilà. Et le recyclage du plastique. Pour lui, c'est très important d'utiliser tous ces jouets qui sont d'un usage assez limité d'habitude et qui ne peuvent pas être recyclés. Donc il travaille beaucoup là-dessus et il a un discours qui va bien plus loin que ça, évidemment. Tu vois, heureusement que je connaissais le thème parce que je pense que j'aurais été complètement perdu sans ça. Donc j'ai retrouvé les 4 pattes, j'ai retrouvé la trompe. Voilà. Jusque-là, j'étais content. J'ai eu un peu de mal avec les défenses parce que. Et les oreilles aussi. Voilà. Et puis, encore une fois, la diversité des matériaux et des structures et j'ai certainement pas compris la fractalité par exemple, j'aurais pas été capable de comprendre tout ça. J'étais aveuglé par un nombre de préconceptions que je pouvais avoir sur le sujet et qui donc probablement m'empêchait d'en voir toute la richesse. Alors justement, par rapport au sujet qui est la transdisciplinarité, source de créativité, comment est-ce que, je sais pas, est-ce que tu vois, d'ailleurs, est-ce que tu peux, parce que les gens qui sont en train de regarder ce film actuellement à Arles, le 2 décembre, on va parler de ce sujet-là, et sont intéressés par ta vision de comment est-ce que une matière peut se réinventer. Eh ben, alors ce que je dirais, c'est que chaque discipline est un espèce de point de vue sur le monde. Et donc là, par exemple, vous avez un point de vue sur cet objet. Si je le tourne, vous avez tout de suite un autre point de vue sur cet objet, vous n'avez pas le même. Si je le mets encore dans un autre, c'est encore autre chose. Et si je viens comme ça, vous allez en découvrir à une nouvelle dimension. Je pourrais vous passer sous tous les angles et vous pourriez faire des zooms sur chacun des objets. Et plus vous regarderiez
attentivement, plus vous verriez de choses. Et en fait, chaque discipline est très bonne pour façonner des manières de voir, des manières d'appréhender le monde. Et donc la métaphore que représente très bien cet éléphant et le côté tâtonnement des aveugles qui découvrent seulement une petite partie de l'objet, elle dit bien que face à la complexité du monde, chaque discipline n'a qu'une partie de la solution. Et que l'intérêt de savoir se parler au-delà des disciplines, c'est que ça ne peut qu'enrichir notre regard, comme je crois que je ne verrai plus jamais les éléphants exactement de la même manière après avoir découvert une nouvelle manière de le représenter. Si tu fais un zoom sur un zoom comme ça, en regardant chaque côté, est-ce que ça te renvoie sur d'autres réflexions Alors, ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, en plus, cet éléphant est fait d'éléphants, donc c'est quand même assez particulier. Non seulement il est fait d'éléphants, mais il est fait d'éléphants qui sont eux-mêmes des éléphants recyclés. Et donc c'est un assez bon symbole à la fois de la beauté et de la complexité de la nature. Hein. C'est l'éléphant, le mammifère le plus majestueux par certains côtés. Mais en même temps, c'est une espèce en danger. Et c'est en danger en partie parce que notre mode de consommation et notre mode de vie mettent en danger les écosystèmes en général et celui de l'éléphant en particulier. Et donc je trouve qu'il y a une métaphore derrière sur comment est-ce que le monde a besoin de se réinventer, comment est-ce que éventuellement on va le décomposer puis le recomposer pour inventer autre chose. Donc si cet éléphant représente notre futur, probablement que notre futur sera fait d'un certain nombre d'éléments qui peuvent paraître disparates aujourd'hui, mais si on sait les agencer intelligemment, on sera peut-être capable de donner du sens à notre avenir commun. D'accord. Et par rapport à ce que tu fais ici au CRI, concrètement, comment est-ce que tu valorises cette transdisciplinarité? Comment est-ce que tu l'apportes, tu la fais vivre? Ce qu'on essaie de faire, c'est de regrouper des éléphants de nature différente. En tout cas, pour essayer qu'ensemble, ils fassent des choses qui ont plus de sens que ce que chacun est venu chercher seul. Donc ça fait partie des éléments que cette sculpture m'évoque également. Et donc on a besoin d'apprendre à se parler au-delà des différentes disciplines. On est chacun spécialiste soit de l'oreille, soit de la trompe, soit de la défense, etc. Et on a besoin d'apprendre à se parler et apprendre à quelque part reformuler d'autres questions pour aller plus loin dans notre compréhension du monde et des défis de demain. Et donc je trouve que cet éléphant évoque assez bien ces éléments disparates qu'il faut arriver à assembler, il faut quelque part gagner en cohésion. Je pense que pour construire quelque chose comme ça, il faut créer une certaine cohésion. Et néanmoins, il faut accepter la diversité des points de vue, il faut accepter la diversité des origines. On voit bien qu'ici aussi, il y a des matériaux d'origine très différentes qui ont su s'auto-assembler, je dirais. En tout cas, ce que nous on fait, c'est de l'auto-assemblage pour réussir à faire des choses nouvelles. L'éléphant, souvent, c'est associé à l'histoire de mémoire. Hein, on dit qu'ils ont une super mémoire. Qu'est-ce que, dans ta mémoire récente, qu'est-ce qu'il y a eu comme projet, peut-être, qui ont surpris des gens, ont été moteurs de mouvement et d'innovation? L'éléphant, ça a une puissance énorme. Ici, qu'est-ce qu'il y a eu dans ta mémoire de choses qui ont vraiment été puissantes? Est-ce que j'ai une mémoire d'éléphant? Peut-être pas, mais éléphant, c'est les petits éléphants, donc en fait, ce que ça m'évoque, c'est les enfants. Et en particulier, le souvenir pour moi le plus marquant de ce qu'on a fait récemment, c'est que quand on fait confiance d'abord aux étudiants, ils peuvent devenir champions du monde dans des compétitions internationales, mais que les enfants peuvent, quand on leur fait confiance, nous impressionner. Et en tout cas m'impressionner moi. Et quand on leur donne la possibilité d'observer le monde, et en particulier la nature et les organismes vivants, ils sont capables de voir des aspects qui peuvent nous échapper à nous adultes parce qu'on a des schémas préconçus sur la manière dont le monde est organisé. Et donc je pense que savoir travailler avec les enfants, donc on a un projet ici qu'on appelle les enfants chercheurs ou les saventuriers, et donc se rendre compte que les enfants sont nés chercheurs et que si on sait les accompagner, ils peuvent aller très loin. Donc la plus grande surprise pour moi, c'était de voir que des enfants de 8 ans publient des articles scientifiques.
Et donc je me dis, voilà, qu'est-ce qui est reproductible dans ce genre de choses? Si c'est vrai pour certains enfants, est-ce que ça ne pourrait pas l'être pour tous si on les mettait dans le bon environnement? On est en train d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut redesigner l'environnement scolaire pour partir du questionnement des enfants et aller toujours plus loin. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui se diffuse dans différentes écoles? Ce sont les enfants qui viennent? Comment ça se passe? Alors, on a commencé dans une école primaire qui était dans une ZEP éclair, dans une zone très défavorisée de la région parisienne. Et l'année dernière, donc c'était il y a 2 ans, l'année dernière, on était dans 46 classes. Et cette année, il y a une dizaine de pays qui nous ont demandé de dupliquer ce qu'on a fait. Et tous les enfants qui visitent une expo de sciences, en l'occurrence à la Cité des Sciences, une exposition sur le cerveau cette année, l'année dernière, il y a une exposition sur les fourmis. Tous les enfants qui visitent ces expos peuvent retourner dans leur classe avec un petit cahier du saventurier, du jeune chercheur. Et ensuite, on les invite à un congrès international d'enfants chercheurs dans lequel ils peuvent présenter ce qu'ils ont fait. Alors là, tu es devant 150 personnes à peu près à Arles. Ouais. Les gens sont issus de musées, de collectivités territoriales diverses et variées. Il y a des étudiants aussi. C'est quoi un peu l'éléphant Barry? Ce serait quoi ton cri à leur donner? Je dirais que quand ils repartent, ils se souviennent de cette métaphore de l'éléphant et qu'ils essayent de voir les éléphants qui sont autour d'eux et qu'ils essayent d'avoir un regard nouveau sur les éléphants qu'ils voient, qu'ils essayent de discuter avec les gens qui sont autour d'eux de leur point de vue respectif sur les éléphants, probablement qu'ils vont être capables de co-construire une nouvelle vision des éléphants, de leurs environnements, et que probablement ça va les enrichir individuellement et collectivement, et qui peuvent construire ce que moi j'aime appeler des écosystèmes d'apprentissage coopératif. C'est-à-dire des environnements où dès que quelqu'un a appris quelque chose sur un bout de l'éléphant, il peut le partager avec les autres, et si chacun partage différents bouts de l'éléphant, peut-être qu'on pourra arriver à reconstruire des visions plus intégrées et plus riches des éléphants qui nous entourent. Alors tu peux même toucher l'arrière de l'éléphant, d'un truc là. Ah! Bonjour. Alors, et en fait, là, il y a un côté un peu ludique. Ouais. Et ce projet qu'on a brainstormé il y a de ça en juin dernier, là, je sais pas si on entend, je vais me rapprocher du truc. Il y a un côté ludique. Est-ce que pour toi, le côté ludique est une approche qui fait sens, ou c'est juste, ça permet d'alléger la transmission, l'innovation, la recherche? Alors en fait, si on regarde un certain nombre d'animaux, en particulier les animaux qui ont un grand cerveau et un temps de maturation cérébrale lent, dont l'éléphant, mais aussi l'humain et tout un tas de singes, mais certains oiseaux, etc., on s'aperçoit qu'en fait, les jeunes de ces espèces jouent. Et en fait, le jeu est dans la nature une manière d'explorer le monde sans risque et de peaufiner un certain nombre de capacités qui vont nous permettre de nous adapter aux défis du monde plus tard. Et donc le jeu, à mon avis, joue un rôle essentiel dans tous les apprentissages. Et en particulier, si on a un regard ludique sur la vie qui va au-delà d'un jeu et qu'on est capable de faire ce que moi j'appelle des choses à la fois meaningful et fun, c'est-à-dire des choses qui ont du sens et qui sont ludiques, alors on peut soutenir l'attention, la motivation et la passion beaucoup plus longtemps. Et donc on peut arriver à se dépasser, à se surprendre soi-même et à vivre ce que les psychologues appellent le flow en anglais, c'est-à-dire on est pris dans un flux d'idées, de créativité qui nous emporte et où on sent même plus le temps passer et où on est beaucoup plus engagé et souvent beaucoup plus créatif. C'est ce qu'ils vont vivre, là ils vont faire un World Café à la fin de la journée en travaillant sur le Lego, les Lego Serious Play, donc ils vont être là-dessus. Je te laisse faire un mot de la fin. Écoutez, merci pour ce défi, merci d'avoir imaginé cette manière très originale de m'amener à réfléchir et à vous parler. Je suis désolé de ne pas avoir pu être avec vous en direct, mais
je pense que ça montre aussi que si on sait mêler les apports du numérique, les apports de la matière, les apports de la créativité de chacun, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées et qui sont à la fois fun et meaningful, donc elles ont à la fois du sens et elles nous permettent de nous engager dans des aventures que j'ai trouvées passionnantes. Donc merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci à toi. Bon, encore, je voulais féliciter Thibaut parce qu'il a fait un travail qui évoque Archimboldo en 3D et Cher, parce que dans Cher il y a aussi pas mal de structures qui peuvent être fractales et en tout cas qui amènent à une espèce de mise en abîme. Et ce travail est remarquablement réussi. Je serais ravi de... J'ai l'impression qu'on pourrait passer une semaine entière à évoquer ce que cet objet évoque pour différentes personnes. Rien que pour moi, ça m'évoque énormément de choses. Et je trouve que c'est hyper réussi. Et c'est vrai que si je prends même les 4 pattes, il y a à la fois la symétrie qui est respectée et il y a une impression de mouvement même, que je trouve assez remarquable. Et en même temps, chaque patte a visiblement son histoire, sa personnalité et sa diversité. Et donc, je trouve que c'est extraordinairement réussi. Et en même temps, selon certains angles, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Donc, non seulement c'était évident au toucher, mais même la vue, si quelque part on a le nez dessus, on est incapable de comprendre ce qu'on regarde. Et c'est seulement si on prend le recul nécessaire qu'on peut comprendre la vision d'ensemble. Mais en même temps, si on regarde de trop loin, je pense que si on regardait cet éléphant à 50 mètres, il faudrait s'amuser à faire un zoom arrière. Je pense qu'on verrait un éléphant, on aurait l'impression d'un éléphant comme un autre. Et c'est qu'en s'en rapprochant qu'on en verrait la richesse. Donc cette métaphore du zoom avant et du zoom arrière, je pense qu'en plein de moments de la vie et de plein de manières, on est soit trop le nez dans le guidon, soit on regarde les choses de trop loin et trop superficiellement. Et que pour en comprendre la vraie complexité, il y a besoin de passer du zoom avant au zoom arrière, à se dire mais est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est ça que ça veut dire, et on a besoin de s'interroger, et à mesure qu'on s'interroge, on teste quelque chose et puis on revient et on enrichit à chaque fois son regard, et on pourrait regarder cet éléphant plein de fois en tournant autour et à chaque fois découvrir de nouvelles dimensions, des petites spécificités, et à chaque fois comprendre la richesse de son créateur et de l'œuvre qu'il a su faire à partir de ce thème qui est à la fois un thème universel, hein, qui nous vient bien, et en même temps qui, même s'il a une longue histoire, il est à mon avis au moins aussi vrai aujourd'hui qu'hier. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que en fait, la science a des fois l'illusion que le modèle représente la réalité. Alors les meilleurs scientifiques évidemment savent que ça n'est pas vrai, et on a à la fois besoin de ce modèle pour simplifier la réalité, et en même temps on a besoin de se confronter à la réalité et de voir les différences entre la réalité et le modèle. Et donc ceci, on pourrait dire aussi, ceci n'est pas un éléphant. Donc on voit bien que les artistes ont su nous faire prendre conscience que nos représentations ne sont pas la réalité. Et pourtant, on a besoin de ces représentations par moment pour communiquer, pour échanger. Et donc, ceci n'est pas un éléphant, mais ceci est une représentation d'un éléphant qui nous amène à réfléchir sur ce que sont nos représentations en général. Et donc, ceci est aussi un objet de dialogue entre l'art et la science qui, à mon avis, enrichit les deux.